C'était un empire érigé sur les cendres de conquêtes barbares, étiré sur 15 fuseaux horaires et qui s'était attribué 1/6 des terres du globe. Le premier problème, c'est sa taille gigantesque. Issu de 400 ans de chaos, l'Empire russe a été forgé par une imposante succession de tsars hors du commun, dont les desseins tyranniques étaient à la mesure des dimensions formidables de leur pays. Elle a écrit à l'un de ses correspondants qu'elle ne pouvait réfréner son besoin de construire tant elle trouvait cela enivrant. Ces visionnaires ont cornaqué la Russie sur le chemin de la grandeur. Ils ont adapté des techniques étrangères pour s'emparer du pouvoir, faire main basse sur le territoire et bâtir leur empire. Pourtant, cette énergie qui a nourri la soif de la Russie pour la gloire éternelle a conduit l'Empire à dévorer son propre peuple. Moscou, 1480. Un prince russe plein d'avenir se lance dans une quête du pouvoir sans précédent. Son nom, Ivan III. Pendant des siècles, son peuple a subi la domination des conquérants les plus brutaux de l'Eurasie, les Tatars, descendants des Mongols de la Horde d'Or. Ivan III est prêt à tout pour les renverser. Il rompt le pacte qui le lie aux Tatars et se déclare maître de la Russie. L'avenir du peuple russe est en jeu. Si Ivan perd son pari, il perdra la vie. Mais s'il l'emporte, la Russie deviendra la terre des tsars. Je me présente, Peter Weller. Selon certains, l'histoire de la Russie se résume à l'histoire de ses grandes villes. La Russie, en tant que telle, s'est formée au IXe siècle, quand des groupes très divers se sont rassemblés autour d'un clan dominant, le Rousse de Kiev. Les Rousses de Kiev étaient originaires d'Ukraine, mais ils ont émigré ici, dans une région très boisée et parsemée de rivières et de lacs, pour fonder un petit hameau commerçant du nom de Novgorod, la nouvelle ville. Selon la tradition orale, la vie à Novgorod était si tumultueuse que la population a demandé à un guerrier viking, Riurik, originaire des régions baltes, de venir rétablir l'ordre. À Novgorod, les Rousses de Kiev prospèrent. Ils empruntent à leurs voisins byzantins leur religion et leur technique de construction et bâtissent de nouvelles cités au fur et à mesure que la population croît. L'un de ces avant-postes, situé dans une région fertile de la Russie occidentale, n'est autre que Moscou. Officiellement, la fondation de Moscou date de 1147. C'était un petit fort en bois planté au bord de la rivière Moskova. Au fil de leur développement, les Rousses de Kiev prennent le nom de Russes. Privés de gouvernement unifié et de défense, les cités russes sont une cible de choix pour les conquérants les plus agressifs de l'époque, les Tatars. En 1237, 120 000 cavaliers tatars franchissent la Volga. Face à ces combattants expérimentés, les Russes ne font pas le poids. Pendant près de 24 mois, les Tatars dévastent la Russie. Néanmoins, pour les dirigeants de Moscou, cette invasion est l'occasion de gagner la faveur des envahisseurs et de reconstruire leur cité en l'améliorant. L'essor de Moscou a vraiment débuté au XIVe siècle, grâce à l'intelligence implacable et à la finesse politique des grands princes de Moscou, qui ont réussi à s'insinuer dans les bonnes grâces des maîtres tatars et à se voir accorder le droit de lever les impôts auprès des autres principautés russes. Protégée par les Tatars, Moscou saigne ses cités sœurs à blanc. Peu à peu, elle s'approprie les territoires voisins jusqu'à former un seul État. Mais la ville, toujours sous le joug des Tatars, est redevable d'un tribut. La situation bascule en 1462, sous l'impulsion d'Ivan III, qui accède au pouvoir, bien déterminé à mettre un terme à la domination tatare. Il prend le titre de grand prince de toute la Russie et trame le renversement de l'envahisseur.
Je pense qu'Ivan avait ce qu'il fallait pour être un bon tsar et gagner le qualificatif de grand. Il était ambitieux, opportuniste, implacable et surtout intelligent. Le nouveau tsar se met immédiatement au travail. Il épouse une princesse de l'Empire byzantin qui a donné à la Russie sa religion et son architecture. Une fois cette alliance mise en place, Ivan adopte le symbole byzantin de l'aigle à deux têtes et proclame Moscou troisième Rome. En 1472, il pose les jalons de ce qui sera son héritage technologique en ordonnant la construction d'une nouvelle cathédrale pour signifier au reste du monde qu'il faudra désormais compter avec la Russie. Le chantier de ce projet colossal démarre au début des années 1470. Mais la nature s'y oppose. En 1474, une petite secousse frappe Moscou et réduit 2 années de travail en un tas de gravats. Avec une structure sommaire en pierre posée sur de faibles fondations, la catastrophe était inévitable. Mais pour Ivan, c'est une opportunité. À ce moment-là, Ivan III agit en dirigeant perspicace. Il décide de trouver les meilleurs bâtisseurs. Et au XVe siècle, ces maîtres étaient en Italie. Ivan fait venir l'architecte Aristote Fioravanti. C'est un maître bâtisseur renommé dans toute l'Italie. Avant de relancer le chantier de la cathédrale, il doit d'abord dégager le site. Entre autres innovations, l'architecte détourne une technique militaire. Il utilise un bélier pour raser les ruines de l'église effondrée. Les moscovites ont été sidérés. Ce qu'ils avaient mis des mois à construire a été rasé en 3 semaines. Fioravanti s'attelle à la construction de l'édifice que nous connaissons aujourd'hui comme la cathédrale de l'Assomption. Il s'inspire du modèle des anciennes églises russes en pierre calcaire, mais utilise des techniques de construction occidentales. Le résultat révolutionne l'architecture russe. Fioravanti a modifié les fondations. Au lieu de remplir une tranchée de gravats comme on le faisait en Russie au début du Moyen-Âge, il l'a déblayé et y a planté de gros pilotis en chêne, beaucoup plus stables et qui pouvaient supporter le bâtiment. Ainsi, ce dernier ne risquait pas de se fissurer ou de s'effondrer. L'architecte poursuit ses innovations. Au lieu d'utiliser des blocs de calcaire empilés et faiblement cimentés entre eux, il dispose les blocs en décalé pour rendre la structure plus stable. Une fois les murs érigés, il entame la construction délicate et dangereuse des lourds plafonds voûtés. Quand on construit une voûte, les murs qui la soutiennent sont soumis à un poids énorme. Le 3e élément que l'architecte a introduit a donc été un assemblage de barres de fer fixées dans la pierre et qui s'entrecroisaient au niveau de la voûte pour former une structure de support supplémentaire maintenant l'ensemble. Enfin, au lieu de construire les bulbes de la cathédrale en pierre, Fioravanti choisit d'utiliser des briques, plus légères et plus robustes. Grâce à lui, les Russes apprennent à fabriquer et à poser cet élément nouveau. Avec les pilotis, l'agencement des blocs de pierre, les barres métalliques de soutien, les briques, c'est tout un ensemble de nouvelles techniques bien connues des Italiens que Fioravanti a adaptées à la symbolique russe. La cathédrale se dresse fièrement à plus de 45 mètres de hauteur. C'est un édifice saisissant et très impressionnant. Avec ce symbole de sa puissance en place, Ivan peut enfin défier les Tatars. Leur réaction ne se fait pas attendre. Ils lèvent une armée considérable et fondent sur Moscou. De son côté, Ivan lève lui aussi des troupes. Les deux camps s'affrontent près de la rivière Ougra, à 500 km à l'ouest de Moscou. Après des mois de face-à-face, les Russes l'emportent. Ivan est parvenu à sortir son peuple de près de 3 siècles d'oppression.
Son héritage, désormais cimenté dans d'imposants monuments de briques et de pierre, lui permet de devenir Ivan le Grand. À sa mort en 1505, Ivan le Grand a créé une Russie indépendante, mais il n'a pas encore créé un empire. C'est un autre Ivan qui s'en chargera. Son autorité absolue et sa cruauté lui vaudront le surnom d'Ivan le Terrible. Ivan le Grand, qui meurt en 1505, a libéré les Russes du joug des Tatars et triplé le territoire moscovite. Ce territoire passe de 39 000 km² à 115 000 km². C'est en soi une énorme réalisation et c'est ce qui lui vaudra le qualificatif de grand. Les Tatars demeurent un problème de taille. S'ils se sont retirés du territoire de Moscou, leur capitale, Kazan, gêne l'expansion de la Russie à l'est. Il faudra la terrible détermination du petit-fils d'Ivan III pour les chasser du pays et bâtir un empire. L'histoire retiendra son nom, Ivan le Terrible. La plus grande période d'expansion a eu lieu sous le règne du tsar Ivan le Terrible. Le royaume moscovite s'étendait de la Volga jusqu'en Sibérie. Ce grand empereur a connu une jeunesse très perturbée. Son père meurt alors qu'il n'est encore qu'un enfant, le laissant seul témoin d'une lutte violente pour le pouvoir où se mêlent torture, exécution et assassinat. Ces atrocités marqueront Ivan à vie. Ivan le Terrible est le produit des traumatismes qu'il a vécus dans son enfance. Petit déjà, il torturait les animaux et semblait cruel et sadique. Lorsqu'il accède au pouvoir en 1547, il est convaincu d'avoir été désigné par Dieu pour gouverner la Russie. C'est le premier dirigeant russe à s'être fait officiellement couronné tsar, qui est un mot dérivé de César. C'est un titre impérial. Ivan trouve un exutoire parfait à son esprit violent et cruel en lançant la première offensive moderne menée par les Russes, le siège de Kazan. Auparavant, il lève une armée de près de 150 000 hommes qui comprend des unités d'artillerie et de génie formées aux dernières techniques européennes en matière de siège. Ces ingénieurs adaptent les enseignements de l'étranger au modèle militaire russe. Ils créent même une nouveauté, une fortification portable destinée à défendre les troupes russes sur les plaines à découvert d'Eurasie. Le Goulaï Gorod est né. C'était en fait une forteresse mobile formée de panneaux en bois. Ces panneaux pouvaient être assemblés de différentes manières pour défendre les Streltsi, un groupe de soldats d'infanterie créé par Ivan IV. Les tireurs russes se tenaient à l'abri de cette forteresse mobile et ils visaient la cavalerie adverse. Ces structures pouvaient aussi servir lors d'un siège comme celui de Kazan. 23 août 1552. Ayant réuni et équipé son armée, Ivan entame la marche sur Kazan. Le système des Russes était très ingénieux. Les soldats filaient vers l'avant et installaient les panneaux préfabriqués de leur forteresse mobile, resserrant peu à peu leur étau autour de la ville. Une fois retranchés à l'extérieur de Kazan, les troupes d'Ivan lancent un assaut implacable contre la ville, abritée derrière des Goulaï Gorod de 9 mètres de haut, d'où elle déclenche un tir de barrage qui passe par-dessus les murs de la place forte. Les Russes ont ainsi pu tuer beaucoup d'assiégés dans les rues mêmes de la cité. Mais Kazan tient bon. Ivan demande alors à ses ingénieurs de trouver une solution. Leur plan est audacieux. Il s'agit de creuser un tunnel jusque sous les murs de la forteresse pour y poser des mines et ainsi ouvrir une brèche. Le 30 septembre, ils allument une mèche qui va décider du destin sanglant de la ville. La force de l'explosion fige les combattants.
Pour l'armée russe, c'est le signal. Tous les régiments du tsar se lancent simultanément à l'assaut de la forteresse. Après 8 jours de combats sanglants, Kazan tombe. Ivan devient un conquérant et la Russie un empire. C'est un exploit monumental, parce que la prise de Kazan a permis à la Russie d'ingérer les terres contrôlées par ses anciens maîtres, les Tatars. Et puis elle pouvait vraiment devenir un empire, puisqu'alors la route du sud vers la Caspienne et la mer Noire était ouverte, ainsi que celle de l'est vers la Sibérie. En 1555, pour commémorer sa victoire, Ivan ordonne la construction d'un édifice qui va devenir le symbole ultime de l'Empire de Russie. C'est la cathédrale Saint-Basile. La cathédrale de l'Intercession, telle qu'elle a été baptisée à l'origine, a été construite selon la technique des tours de briques introduites par les Italiens et que les Russes ont ensuite adaptées pour construire des tours d'église votives. Presque entièrement édifiée en briques, la cathédrale rassemblait en fait 8 églises en une, disposées géométriquement autour d'une tour centrale et symbolisant les 8 jours du siège de Kazan. En 1580, on lui adjoint ce qui la rendra si emblématique. Le dôme en bulbe est caractérisé par une base évasée qui repose sur une tour cylindrique appelée tambour. Au sommet du tambour, le dôme s'évase brusquement puis s'élève pour culminer en pic. C'est ce qu'on appelle un bulbe. Les bulbes de la cathédrale Saint-Basile sont sans pareil. Chacun est constitué d'une enveloppe en métal au motif original, peinte à la main et appliquée sur une structure en fer. Si on enlevait l'enveloppe métallique, on verrait apparaître une armature semblable à une cage d'oiseau. C'est un remarquable exploit architectural, du jamais vu pour la Russie de l'époque. En 1553, Ivan le Terrible possède le plus vaste territoire d'Europe. Son pouvoir a atteint son apogée. Pourtant, sa paranoïa grandissante et la poigne de fer avec laquelle il gouverne étouffent peu à peu son empire. Il se lance dans une série de guerres coûteuses et inutiles et réprime cruellement toute tentative d'opposition à son pouvoir. Sa folie consume son propre peuple. Nul n'est à l'abri, pas même sa propre famille. Ivan IV est qualifié de terrible, sans doute à cause de la fin de son règne. Il a tué son fils, qui tentait de protéger son épouse enceinte de sa fureur. Ivan bat si violemment la pauvre femme qu'elle en perd son bébé. Lorsque son fils le confronte, Ivan s'en prend également à lui. Dans un accès de rage, il assène à son fils un coup qui le tue instantanément. Par ce terrible geste, il jette le trouble sur sa propre succession. À sa mort, en 1584, l'Empire va mal. Après le règne d'Ivan le Terrible, a débuté une décennie troublée, un mélange de guerres civiles et de guerres étrangères. Durant cette période, la Russie a failli perdre son indépendance. Un siècle à peine après avoir pris son destin en main, la Russie est au bord du désastre. Mais bientôt, un géant russe apparaît sur la scène politique et étonne le monde en édifiant une cité rayonnante au milieu de nulle part. 1696. Un nouveau tsar arrive au pouvoir avec un projet révolutionnaire pour reprendre la Russie en main, là où Ivan le Terrible l'avait laissé, et faire de cet État arriéré un empire moderne. Son nom, Pierre le Grand. Pierre le Grand était un personnage exceptionnel. C'était un géant par la taille avec son mètre 98 et aussi par sa personnalité.
C'était un être indifférent aux conventions et aux traditions, mu par une curiosité insatiable pour la nouveauté. La taille de Pierre Ier était à la mesure de son ego surdimensionné. C'était une véritable tornade tant il s'activait. Il abattait le travail de 12 hommes. C'était un être remarquable, une légende vivante. Pierre a passé sa jeunesse à Moscou, frayant avec les artisans et les soldats dans le quartier des étrangers. Un bon moyen pour apprendre leur tactique et leur technologie. Pierre était non seulement enchanté par la technologie européenne, mais aussi très conscient du retard et de la faiblesse de son pays vis-à-vis de l'Europe. Il voulait remédier à la situation. L'un de ses premiers gestes est de visiter l'Europe incognito. Il y étudie la construction navale chez les Hollandais. Chez les Anglais, il apprend l'art de la navigation. Partout, il note la prospérité que les empires européens tirent de leurs colonies et se dit qu'il pourrait bien avoir besoin des ressources naturelles de la Russie. Ce qu'il désire, c'est faire partie des grands. Mais son pays est très en retard économiquement. Et pour avoir une part du gâteau, il doit le faire entrer dans l'univers du commerce occidental. Il entre en Russie, bien décidé à faire de son pays une puissance navale, capable de commercer avec les empires européens, mais aussi de les concurrencer en tant que puissance militaire. Pierre Ier jette son dévolu sur une zone située à 650 km au nord de Moscou, près de la mer Baltique, sur la Neva. Armé d'une vanité sans limite, il dessine un centre maritime destiné à imposer la Russie sur la carte de l'Europe et baptise sa vision Saint-Pétersbourg. La situation de la ville lui donnait un accès maritime direct à l'Europe. Seule ombre au tableau, ce territoire au bord de la Neva appartient à la Suède. Il en faut plus pour décourager Pierre Ier. En 1700, il lance une attaque et prend la région de force. En 1703, la première pierre de la ville est posée. Pour Pierre Ier, la nouvelle capitale devait être une forteresse, le centre névralgique de l'armée et de la marine. Ce devait être aussi une fenêtre sur l'Europe par laquelle les idées occidentales, les idées modernes, devaient pénétrer et inonder l'Empire. Saint-Pétersbourg naît de la guerre et des effusions de sang. Pour le peuple russe, l'ambition du tsar est à double tranchant. Pierre Ier a choisi le site de sa future capitale pour son accès à la Baltique. Mais cet avantage se paie au prix fort. 5 mois par an, le delta et les marécages qui l'entourent sont pris dans la glace, avant d'être immanquablement inondés dès le retour de la saison chaude. La construction de la ville est un défi monumental. Le tsar se tourne alors vers la seule ressource naturelle qui ne manque jamais en Russie, la main-d'œuvre. Les Russes vont littéralement construire Saint-Pétersbourg à main nue. L'approvisionnement de cette région marécageuse est presque impossible. Pour élever les fondations de la forteresse au-dessus du niveau de l'eau, les ouvriers doivent creuser le sol à la main et transporter des tonnes de déblais à l'aide de leurs vestes ou de leurs chemises. Tous les matériaux doivent être importés. Même le bois de charpente est coupé en amont et transporté par flottage jusqu'au chantier pour stabiliser les fondations de la ville. Le sous-sol de la ville est dépourvu de sous-bassements. Les gros bâtiments ont dû être construits sur pilotis. Pour répondre à cette contrainte, les ingénieurs conçoivent un système de poulies pour enfoncer des milliers de pilotis dans le sol meuble. On laissait tomber un poids sur le pilotis qui s'enfonçait verticalement dans le sol. L'opération a été répétée des milliers de fois. En 5 mois, des milliers d'ouvriers érigent les murs hexagonaux et les bastions de bois de la forteresse qui se dressent derrière moi. Le soir, ils retrouvent leur campement glacés, épuisés et affamés. Ils arrivent sur le chantier par milliers et sont aussi des milliers à être victimes des maladies, des inondations et de la fatigue. En 1708, on estime que 25 000 ouvriers ont péri en construisant la cité naissante, d'où la légende qu'elle a été bâtie sur des ossements. Nous ne connaissons pas exactement le nombre de personnes qui sont mortes avant que la ville ne soit achevée. Mais selon un historien du 19e siècle,
Aucune bataille répertoriée dans les annales jusqu'à cette date-là n'a coûté autant de vies humaines que la construction de Saint-Pétersbourg. Pour Pierre le Grand, peu importe le prix humain. Ce qui compte, c'est le résultat. En 1706, il lance son premier vaisseau de guerre depuis le chantier naval de l'amirauté de Saint-Pétersbourg. C'est le premier complexe industriel de la ville. Il abrite des constructeurs de bateaux, des fabricants de voiles et de cordes, des forges et une fonderie de canons. La Russie se dote d'une flotte militaire et son tsar change à lui tout seul la face de l'Empire. En 1712, avec son efficacité toute brutale, Pierre le Grand opère un changement de taille. Dans un décret d'une simplicité stupéfiante, il désigne Saint-Pétersbourg comme nouvelle capitale de la Russie. En un instant, 300 ans de suprématie moscovite sont rayés des registres. Pour les citoyens de Moscou, c'est le choc. Pour beaucoup de Russes, Pierre Ier était un extraterrestre. Ils ne le comprenaient pas. Il imposait ses idées étranges à son pays avec la brutalité d'un monarque absolu et tyrannique, dans la pure tradition de ses prédécesseurs. Il savait très bien obtenir ce qu'il voulait. Il voulait révolutionner la Russie. Ça a été le moteur de sa vie. Rien ni personne n'a échappé à ce chamboulement de la société. Pierre le Grand ne lésine sur aucune dépense pour créer une ville à partir du néant. Pourtant, en 1714, Saint-Pétersbourg est encore bien loin de la cité européenne rayonnante qu'il imaginait. Et la vie rude que le souverain a menée ne va pas tarder à demander son tribut. Sans son obstination, les énormes chantiers qu'il a entrepris menacent de sombrer, entraînant une fois de plus la Russie au bord du chaos. Durant des décennies, Pierre le Grand s'est consacré à la double tâche de transformer la Russie en un grand empire et Saint-Pétersbourg en une capitale rayonnante. Il n'en demeure pas moins un noceur légendaire, même si sa vie dissolue semble peu affecter sa formidable énergie. Il a vaincu les Suédois dans la guerre du Nord, étendu les frontières de la Russie de la Baltique jusqu'au Pacifique, construit une nouvelle capitale européenne, doté son pays d'une flotte, construit des écoles d'ingénieurs et multiplié par 7 les échanges commerciaux. Sur les plans militaires et politiques, la Russie est devenue un empire, mais il lui manque encore un élément indispensable, le prestige. En 1714, Pierre le Grand trace l'ébauche d'un grand palais érigé sur un promontoire qui domine la mer à une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Il le baptise Petrodvorets. Le palais est entouré d'un parc immense, agrémenté d'une multitude de fontaines dorées qui descendent en cascade vers les jardins du bas. Les travaux débutent en 1716. Un grand nombre de soldats ont été envoyés sur le site pour creuser les tranchées où reposent les conduites qui alimentent les fontaines. En 1719, les premiers ingénieurs hydrauliques du pays planchent sur le système de canalisation. Le palais est construit sur un promontoire. L'eau arrive par le haut pour alimenter les fontaines en profitant des lois de la gravité. Grâce à la forte déclivité du terrain et aux sources voisines, les ouvriers construisent un système hydraulique de 22 km mu par la gravité. L'eau est stockée dans les réservoirs supérieurs. Lorsqu'elle est libérée, elle dévale les canalisations en bois sur 15 mètres de dénivelé pour alimenter les fontaines. Durant la descente, l'eau accumule une pression suffisante pour jaillir jusqu'à 20 mètres de hauteur dans la fontaine principale. C'est un spectacle à couper le souffle. Les fontaines sont si spectaculaires qu'elles valent au palais le surnom de Versailles russe. Pierre Ier n'en profitera malheureusement pas longtemps. En 1725, après s'être jeté dans l'eau glacée pour repêcher un marin qui se noyait, il tombe malade et meurt. D'un pays isolé et attardé, il a fait un empire dans les règles de l'art. Mais il reste encore à faire.
Et ce sera l'épouse ambitieuse et tenace du petit-fils de Pierre le Grand qui reprendra le flambeau et fera de Saint-Pétersbourg la capitale resplendissante que nous connaissons aujourd'hui. Elle régnera sous le nom de Catherine II. Catherine accède au pouvoir en 1762 en renversant sans aucune difficulté son époux, qui n'était tsar que depuis 6 mois. Les reines du pouvoir en main, Catherine continue l'œuvre de Pierre le Grand et transforme la Russie en une puissance mondiale. C'était une étrangère, une européenne. Elle a achevé le processus d'occidentalisation que Pierre le Grand avait entrepris au début du siècle. D'ailleurs, elle se considérait comme sa digne héritière. Au XVIIIe siècle, tout grand monarque se devait d'agrandir son territoire. Catherine l'a fait brillamment. L'impératrice annexe près de 500 000 km² de territoire et remplit les coffres de la Russie. L'Empire ne sera jamais aussi grand. Il était également d'usage de réformer son pays, ce dont elle s'est acquittée. Catherine utilise ses nouvelles richesses pour moderniser sa ville. Parmi les dirigeants russes, c'est l'une des premières à s'attaquer aux conditions de vie sordides des pauvres. Hôpitaux, hygiène publique, administration et écoles sont à son programme. Au cours de son règne, elle a établi des normes architecturales pour la construction de nouvelles villes. Et d'ailleurs, elle a édifié 216 villes, en intervenant sur les plans d'urbanisation, sur le quadrillage des rues, la structure des places, le type de façade et de matériaux de construction qu'il convenait d'utiliser. Son projet de chantier le plus prestigieux est la rénovation de sa résidence royale. C'est le plus extravagant monument voué au confort d'un souverain, le Palais d'Hiver. Sa façade s'étire sur 198 mètres et s'élève sur 3 étages. Elle est ornée de plus de 200 colonnes et 150 sculptures. On y dénombre plus de 500 pièces, soit 4 fois plus qu'à la Maison Blanche. Au cours de son règne, Catherine II initie un nombre incalculable de chantiers. L'impératrice toute-puissante transforme Saint-Pétersbourg en une vitrine ostentatoire de la culture, de la richesse et de la puissance de l'Empire. Elle a écrit à l'un de ses correspondants qu'elle ne pouvait réfréner son besoin de construire tant elle trouvait ça enivrant. Cette soif inextinguible de construire n'est pas le seul point faible de la tsarine. Derrière les portes du Palais d'Hiver, Catherine II s'adonne à une autre forme de pouvoir, celui qu'elle exerce sur ses nombreux amants, souvent bien plus jeunes qu'elle. C'était une femme qui travaillait dur. La nuit venue, elle voulait jouir d'une compagnie masculine. De nombreux amants se sont succédés dans son alcôve. Elle était généreuse, elle leur offrait des terres et des serfs. Les fastes de la cour impériale et le pouvoir absolu de la tsarine qui l'autorise à offrir des êtres humains en cadeau symbolisent bien le gouffre qui existe entre l'élite et la classe ouvrière russe. Certes, Catherine II compatit aux problèmes de ses sujets, mais ses réformes ne sont pas révolutionnaires. À la fin de son règne, en 1796, la Russie est une superpuissance. Sa gloire toute neuve lui attire de nouveaux ennemis. En 1812, le général le plus ambitieux d'Europe se lance à la conquête de l'Empire de Russie. Depuis l'époque romaine, un tel déplacement est sans précédent. Il rêve de faire tomber la Russie dans son escarcelle. Lorsque Catherine II meurt en 1796, elle a considérablement augmenté la taille de son empire. Plus de 40 millions de personnes sont alors considérées comme russes. Lorsqu'en 1801, son petit-fils Alexandre Ier accède au trône, la Russie est un acteur majeur dans le monde. C'est une cible bien tentante pour Napoléon Bonaparte.
En 1812, le tsar Alexandre Ier est confronté à un défi sans précédent depuis l'invasion mongole 6 siècles plus tôt. Napoléon représentait une menace considérable pour la Russie. Toute l'Europe était déjà pratiquement sous son contrôle. Napoléon envahit la Russie à la tête d'une armée de 500 000 hommes. Conscients de ne pouvoir arrêter un tel déferlement sur le champ de bataille, les Russes adoptent une stratégie de retraite et de terre brûlée pour affamer la grande armée qui marche sur Moscou. Parvenu à la capitale, Napoléon réalise qu'il a sous-estimé la détermination du tsar. Napoléon pensait sans doute que s'il prenait l'ancienne capitale, Alexandre accepterait de négocier avec lui. Ce ne fut pas le cas. Le tsar l'ignora purement et simplement, et l'hiver très rude fit comprendre à Napoléon qu'il n'avait rien à gagner à demeurer à Moscou. C'est ainsi que débuta la retraite de Russie. Contraint de revenir sur ses pas à travers un pays dévasté et gelé, la Grande Armée perd plus de 90% de ses forces vives. Napoléon l'Invincible est brisé par la campagne de Russie. En 1883, le successeur d'Alexandre ordonne qu'un grand monument commémoratif soit érigé sur la place du Palais à Saint-Pétersbourg pour symboliser la victoire sur les armées napoléoniennes. Ce sera la colonne d'Alexandre. La colonne d'Alexandre est taillée dans du granit rose de Finlande. C'est un monolithe. Une fois de plus, un tsar a littéralement contraint son peuple à déplacer des montagnes pour édifier un monument au nom de l'Empire. Une armée d'ouvriers extrait le monolithe d'une carrière près du golfe de Finlande avant de l'expédier à Saint-Pétersbourg. 3 ans de travaux et des milliers d'ouvriers sont nécessaires. À Saint-Pétersbourg, les ingénieurs sont confrontés à la tâche délicate d'ériger à la verticale ce monolithe de 450 tonnes et de près de 48 mètres de haut. La colonne a été érigée grâce à un système de levier et de cabestan manipulé par des dizaines d'hommes. À un signal donné, tous se mettaient en branle et par un ensemble de poulies, la colonne a été relevée à la verticale et mise en place sur son socle. Ce monument orne encore aujourd'hui la place du palais de Saint-Pétersbourg. Il a été parfaitement conçu. Après la chute de Napoléon, la Russie peut savourer son statut de plus vaste empire au monde. Au début du 19e siècle, elle s'étire de la mer Baltique à l'ouest jusqu'au Pacifique à l'est et même jusqu'en Alaska. Son territoire englobe 1/6 de la surface terrestre, enjambe 15 fuseaux horaires et sous l'impulsion d'un nouveau tsar, son expansion se poursuit. Nicolas II, qui avait voyagé en Asie durant sa jeunesse, était persuadé que l'avenir de la Russie se trouvait côté Pacifique. Doté d'un territoire immense, l'Empire court le risque de se désintégrer. Les ingénieurs mettent alors en œuvre un remède aussi démesuré que le pays lui-même, la construction du transsibérien. Ceux qui ont poussé à la construction de ce qui était alors le plus long chemin de fer au monde avaient des objectifs politiques et économiques. Le transsibérien ouvrait l'Extrême-Orient aux exportations russes, tout en asseyant le pouvoir du tsar dans ces régions. Le chantier s'ouvre le 31 mai 1891. Le transsibérien étire ses rails sur 9280 km, soit l'équivalent d'un aller-retour entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. C'est un projet sans équivalent à cette époque. L'histoire de la construction de cette voie a vraiment de quoi vous horrifier.
Le chantier est divisé en tronçons et nécessite une main-d'œuvre qui se compte en milliers d'ouvriers, d'ingénieurs, de soldats et même de détenus. Sur un chantier type d'un tronçon de voie au milieu des vastes forêts du sud de la Sibérie, un premier groupe d'ouvriers partait en avant pour dégager la zone et abattre les arbres. Ensuite, une grosse partie du travail consistait à édifier les talus des remblais sur lesquels la voie allait reposer. Une fois le déboisement et les remblais achevés, les rails pouvaient être posés. Acheminer le matériel jusque dans ces zones lointaines est un énorme défi, car justement, le chemin de fer n'existe pas encore. Les rails sont posés pièce par pièce, afin que les ouvriers puissent bénéficier de la voie ainsi ouverte pour transporter le matériel depuis l'ouest et continuer le chantier tronçon par tronçon. Le même processus est répété semaine après semaine, mois après mois, jusqu'à la fin du règne impérial. Ce labeur sans fin épuise les ouvriers russes. C'était un travail harassant, vraiment très dur. Il faut imaginer les campements d'ouvriers plantés en pleine nature, loin de tout, où les hommes vivaient sous la tente, voire dans des abris creusés à même le sol. Ils travaillaient des mois durant sur un tronçon et l'approvisionnement était rare. Ils souffraient du froid intense pendant l'hiver et de la chaleur étouffante de l'été continental russe. En 1904, la voie principale est achevée. La Russie dispose d'une ligne de vie vers l'Est et peut entamer sa conquête de l'Asie. Le problème, c'est que les intérêts russes entraient en conflit direct avec ceux du Japon, dont les objectifs politiques et économiques étaient similaires. Cela a conduit à la guerre entre ces deux nations. En 1905, la Russie entre en guerre et essuie une défaite humiliante face aux Japonais. Cet échec alimente le ressentiment croissant à l'encontre du tsar. En dépit de cela, Nicolas II entraîne son pays dans un nouveau conflit qui fera des ravages au sein de la population, la Première Guerre mondiale. C'est le point de rupture, après des siècles passés à bâtir dans le sang le plus grand empire du monde. Le 15 mars 1917, le peuple se révolte. Nicolas II est contraint d'abdiquer. Après près de 500 ans de règne, les tsars ne sont plus. La désintégration de l'Empire russe en 1917-1918 est due principalement à l'effondrement du régime tsariste. Car c'est la personne de l'empereur qui fédérait la nation. Les tsars ont utilisé leur puissance pour construire des cathédrales resplendissantes, des cités sur des marécages, des chemins de fer sillonnant un continent et de somptueux palais dont l'opulence reste inégalée. L'histoire de l'Empire de Russie peut être vue comme une réussite prodigieuse, même si elle a été payée au prix fort. C'est un empire qui a été à plusieurs égards bâti sur le dos de la population. En 1917, un nouveau régime prend le pays en main, bien déterminé à œuvrer pour les intérêts des plus pauvres. En grandissant, le puissant empire russe a consommé ses propres ressources pour créer un terrain de jeu somptueux pour les riches et un enfer pour le reste de la population. Au début du XXe siècle, les pauvres de Russie, épuisés et analphabètes, sont à bout. Brisé par la guerre mondiale, enflammé par les radicaux, le peuple se soulève pour mettre à bas la Russie pour laquelle il a tant souffert, dans une révolution sanglante qui remplacera un empire colossal par un autre. C'était Peter Wheeler.